tous, bienvenue sur la scène du district, la scène virtuelle du district. Nous sommes le 2 avril, il est 10h05. J'adore donner l'heure, c'est comme à la radio. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Bruno Malnard et Mohamed Massoudi qui vont nous présenter leur société, mais surtout leurs produits, leurs solutions Neureco, qui traitent de l'IA et appelée parcimonieuse. Donc, moi, je suis très impatiente de découvrir ce que recouvre ce mot parcimonieux, si élégant. Et pour ma part, en 2 mots, petite information sur le district, qui est un accélérateur d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes du pôle Aerospace Valley. Nous sommes localisés physiquement au B612 à Toulouse. Nous émettons sur les ondes, sans jeu de mots, le mardi et le jeudi en période de non-confinement et en physique au district avec des meet-up comme il y a ce matin, comme celui de ce matin. Et pendant cette période un peu particulière, eh bien, nous avons décidé de les faire que le jeudi matin à 10h en webinaire only et d'accueillir de jeunes entreprises innovantes, qu'elles soient du spatial, ce qui est généralement le cas puisque le district est très focalisé ou quasi exclusivement focalisé sur les applications spatiales et les acteurs du New Space à ce stade de développement, mais également des acteurs de l'IA. C'est pour ça que Adagos nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce matin, 2 avril, pour ce meet-up. Voilà, et bien écoute Bruno, je pense que c'est ton tour. Je vais te laisser le micro, si je puis dire. Et puis on va se faire ce petit webinaire pour l'heure qui vient. C'est à toi. Oui, écoute, merci beaucoup Christa. Déjà un grand merci à Christa et Aerospace Valley d'organiser ce meet-up auquel on a vraiment plaisir à participer. Et donc cette présentation va être faite par moi et puis Mohamed Masmoudi, le président fondateur d'Adagos, interviendra lors de la session de réponse aux questions que vous pouvez poser dès maintenant. Et je vous propose qu'on prenne le temps, parce que la présentation devrait durer une petite demi-heure, et qu'on prenne ensuite le temps de répondre à vos questions, qu'elles soient d'ordre technique ou d'ordre plus… voilà, nous verrons. Voilà, donc je vais commencer donc en fait l'objet de ce meet-up, c'est de vous présenter Neureco, qui est notre plateforme de création de réseaux de neurones parcimonieux, et je vais vous en dire un peu plus. Alors, pourquoi? Est-ce que tout le monde voit bien la présentation de Bruno à ce stade? Oui, parfait. Merci, on est parti. Alors, pourquoi nous avons créé Neureco? Eh bien, Neureco l'idée vient de deux aspects. Le premier, c'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'adresse essentiellement à des spécialistes. La plupart des outils qui permettent de faire de l'apprentissage profond, qui est une partie de l'intelligence artificielle, sont issus du logiciel libre et sont relativement complexes à appréhender, à mettre en œuvre, et demandent souvent des compétences en intelligence artificielle pour pouvoir arriver à créer un modèle qui soit pertinent et qui réponde aux besoins. D'autre part, aujourd'hui, on entend de plus en plus dans la presse, ou on lit dans la presse, que l'intelligence artificielle contribue considérablement aux émissions de gaz à effet de serre parce que c'est un gros consommateur d'énergie. Aujourd'hui, ça représente dans le monde 4% de la consommation d'énergie. Et à terme, d'ici 4 à 5 ans, ça devrait représenter 7 à 8% d'après les prévisions. Donc, ce n'est pas négligeable. Et pour arriver, à proposer une solution, on s'est basé sur l'idée qu'il fallait réduire les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle. Et quand je dis ressources, c'est à la fois le temps ingénieur, c'est à la fois le volume de données qui est nécessaire pour mettre en œuvre de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi les ressources de calcul. Alors, qu'est-ce que c'est Neureco? Neureco, c'est la première
plateforme de création de réseaux de neurones automatiques et avec une approche parcimonieuse et de façon native. Alors la parcimonie, c'est quoi? La parcimonie, c'est un principe fondamental de la science qui date déjà du XIVe siècle et qui est connu sous le nom du rasoir d'Occam et qui a été aussi également décrit largement par Einstein lorsqu'il disait que tout doit être aussi simple que possible, mais pas plus simple. C'est une autre définition de la parcimonie. Et notre approche, elle est basée sur la théorie du gradient topologique dont le professeur Mohamed Masmoudi, qui est issu de l'Institut mathématique de Toulouse, en est un des majeurs, des contributeurs principaux. Et Mohamed Masmoudi, donc professeur à l'Institut mathématique de Toulouse, a créé Adagos fin 2011 et s'est basé, et je dirais, a bénéficié de l'ensemble de ces travaux de chercheurs pour créer cette technologie qui est une technologie de rupture dans le domaine de l'intelligence artificielle. À ce titre, on se considère comme une spin-off de l'Institut mathématique de Toulouse avec un fort ancrage dans le domaine des mathématiques et notamment, à titre d'exemple, aujourd'hui nous sommes 12 employés et la majeure partie, 10, sont des docteurs en mathématiques ou des doctorants. Donc il y a un fort ancrage des mathématiques dans notre approche. On a pu développer depuis cette technologie grâce au support de 3 partenaires majeurs qui nous ont accompagnés depuis 2014 ou 2016 en nous proposant à la fois des cas qui nous ont permis d'enrichir et de développer notre technologie, qui nous ont supporté aussi financièrement. Il y a des contrats de R&D et qui ont éprouvé, qui ont utilisé nos outils depuis ces années-là et nous ont fait des retours d'expérience que l'on a pu intégrer dans notre outil aujourd'hui qui est commercialement disponible à tout le monde. Donc ces 3 partenaires, c'est Framatome, Ansys, Esterel Technologies et Renault Racing, Renault Sport Racing. Alors comment fonctionne Neureco? Alors comme on le voit, on part d'un tout petit réseau initial qui est initialisé de façon automatique et ensuite qui s'enrichit au fur et à mesure de l'apprentissage, au fur et à mesure de l'analyse des données et qui va s'enrichir de façon automatique, guidée par la méthode de l'optimisation topologique issue du gradient topologique. Et cette parcimonie native, comme on le voit, elle a abandonné l'approche redondante qui est généralement utilisée par les algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, et qui conduit à des réseaux de grande taille parfaitement structurés par couche. Or, nous, comme on le voit là sur le diagramme, on voit qu'un réseau peut être connecté, un neurone peut être connecté à n'importe quel autre neurone du réseau et donc permet justement de réduire considérablement le nombre de liens qui est nécessaire pour construire un réseau complet. Donc, on arrive à des réseaux de petite taille. Et qui dit réseau de petite taille dit également un besoin moins important de données d'apprentissage. Mais on va y revenir un peu plus loin. Et là-dessus, nous, on pense et on affirme qu'on a créé la 3e génération de réseaux de neurones. Alors, la première génération, qui date des années 50, 60, était basée sur un théorème qui disait qu'on pouvait apprendre n'importe quel phénomène avec un réseau à 3 couches, c'est-à-dire avec une seule couche cachée. Mais on s'est aperçu vite des limites de cette approche qui permettait essentiellement de traiter des approches de classification binaire. De ce fait, les chercheurs ont commencé à travailler sur une approche plus profonde, où on générait des réseaux avec plusieurs couches
et qui a permis effectivement d'améliorer et d'ouvrir encore de nouveaux champs d'application de cette technique. Mais qui dit réseau aussi important, de taille aussi importante, dit non seulement un besoin de données d'apprentissage important, puisque c'est lié, si vous voulez, à chaque fois que vous avez à caractériser un lien, vous devez avoir une information pour pouvoir le caractériser. C'est comme un système d'équations. Si vous avez beaucoup d'inconnus, eh bien, vous avez besoin de beaucoup d'équations. Eh bien, là, les liens sont les inconnus et les équations sont les données d'apprentissage. Et ensuite, pour calculer tous ces liens, on a besoin de ressources de calcul très importantes. Et dans les années 90, on va dire que les ordinateurs n'étaient pas encore prêts à accueillir de tels réseaux. Et ça s'est mis un peu en stand-by. Et c'est depuis les années 2000-2005, avec l'avènement de nouveaux supercalculateurs, que cette technologie a pris, je dirais, un essor. Mais il y a énormément de situations où on n'a non seulement pas accès à ces données importantes, mais également à des ressources de calcul, typiquement dès qu'on parle de l'embarqué, dès qu'on parle des objets connectés. Et c'est pour ça que nous, on a créé une Noreco, qui est une technologie donc de création de réseaux de neurones basée sur la parcimonie. Et comme on le voit là, c'est les trois cas qui représentent les trois réseaux que l'on voit, sont trois réseaux qui représentent exactement le même cas. Et on voit un petit peu les différences en termes d'architecture que l'on peut avoir. Et voilà. Alors, l'impact de la parcimonie, ici, c'est une planche qui vous permet de bien voir, je dirais, les différences essentielles qu'il y a entre notre approche parcimonieuse et l'état de l'art basé sur la redondance. Donc, la redondance, pourquoi? Parce que lorsque les premiers réseaux de neurones ont été créés, ils se sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain qui est majoritairement basé sur la redondance. Et comme on l'a vu, l'état de l'art nécessite, et d'ailleurs on associe toujours intelligence artificielle à big data, donc est massivement orienté vers l'utilisation de données en grande quantité. Là où notre approche permet à la fois, bien entendu, de traiter des problèmes lorsqu'il y a énormément de données, mais également lorsqu'il y a très peu de données. Par ailleurs, aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle, c'est surtout fait pour répondre à des problèmes de classification, des problèmes de reconnaissance de textes manuscrits, pour le traitement de la parole, typiquement les chatbots, etc., etc. Et dans ces contextes, si vous voulez, il suffit de produire une réponse qui est discrète, c'est-à-dire oui ou non. On peut ensuite affiner cette réponse par différentes classes, définir autant de classes que l'on veut, mais finalement, on cherche toujours à faire de la classification. Là où notre technologie permet également de traiter des problèmes continus, qui représentent la majorité des problèmes de l'ingénieur, des problèmes de la médecine, les problèmes de la biologie. Ce sont essentiellement des problèmes continus où on cherche à pas seulement savoir est-ce que le verre est à moitié plein, mais de combien il est réellement plein. D'autre part, l'autre aspect, c'est, j'en ai parlé déjà, c'est sur les ressources de calcul qui sont nécessaires. Et comme on l'a vu, le fait de conduire à des grands réseaux de neurones nécessite des ressources de calcul importantes, là où nous, la majorité des cas que l'on traite, on les fait sur des portables. Un aspect que je n'ai pas encore parlé, c'est que les logiciels libres aujourd'hui nécessitent donc une forte compétence en intelligence artificielle et surtout un processus fastidieux de création de ces réseaux de neurones qui est basé sur un processus d'essai-erreur. Vous devez, au départ, initialiser votre réseau, dire, voilà, je vais mettre 3 couches et 20 neurones par couche. Je fais un premier test. L'erreur d'apprentissage n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter mon nombre de couches, etc., jusqu'à atteindre
un niveau de performance qui soit satisfaisant. Et ce processus peut être extrêmement long. Nous, notre produit, vous appuyez sur un bouton et je vous ferai une démonstration tout à l'heure de notre produit et vous voyez qu'il suffit de rentrer les données, vous appuyez sur un bouton et le réseau va se créer de façon automatique. Il s'adresse à n'importe quelle personne. À partir du moment où vous avez des données, il suffit de les renseigner et vous n'avez pas de compétences particulières à avoir en intelligence artificielle. Et enfin, une des conséquences de la parcimonie, c'est la modélisation dynamique sur le long terme et la prédiction sur le long terme. Et ça, c'est un aspect qui aujourd'hui n'est pas couvert par l'état de l'art et sur lequel on considère que notre solution est unique. Alors, l'impact de la parcimonie, elle ouvre de nouveaux champs d'application de l'intelligence artificielle. Non seulement, comme on l'a vu, parce qu'elle demande beaucoup moins de ressources, eh bien, dans le domaine de l'IoT, hein, l'Internet des objets, et des objets connectés en particulier, et des systèmes embarqués. Et là, déjà, dans le domaine des systèmes embarqués, on dispose de pas mal de références qui montrent que notre technologie effectivement permet de répondre avec le niveau de fiabilité, mais aussi d'encombrement et de ressources de calcul nécessaires. D'autre part, comme on l'a vu, elle étend le champ d'application de l'intelligence artificielle au phénomène continu et permet de faire des prédictions sur du long terme. Et ça, c'est un aspect important de la parcimonie. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des prédictions sur le long terme, vous allez avoir besoin d'apprendre de façon récurrente les données historiques et à chaque fois, vous allez enrichir un réseau. Donc, si vous avez déjà un réseau qui est extrêmement grand, extrêmement important en taille, eh bien, le fait de l'enrichir de nouvelles informations que vous allez avoir besoin, il va devenir de plus en plus gros et va devenir à un moment donné complètement instable. On a également créé, sur la base de cette technologie, une nouvelle méthode de compression non linéaire des données. Et cette méthode est essentielle parce qu'elle permet d'extraire les informations essentielles qui sont véhiculées dans les données. Et donc de restreindre à un moment donné, si c'est nécessaire, le nombre de paramètres qui sont utiles pour pouvoir faire une prévision de qualité. D'autre part, on le voit bien, ces petits modèles vont nous permettre, et on a déjà engagé un certain nombre de travaux là-dessus qui montrent que l'approche est tout à fait pertinente sur les questions d'interprétabilité, d'explicabilité des modèles. Et ça, c'est un enjeu important dans tout ce qui est dans le domaine de la santé, des systèmes embarqués, des systèmes critiques, de la défense, c'est de savoir savoir expliquer pourquoi le réseau de neurones, l'application, le modèle donne tel résultat. Si vous avez énormément de liens, c'est très compliqué d'aller chercher dans tous ces liens quelles sont les raisons qui ont conduit à ce résultat, alors que si vous avez peu de liens, vous allez y aller beaucoup plus rapidement. Et d'autre part, étant donné qu'on traite uniquement des informations essentielles, eh bien, il y a une robustesse significative sur des attaques de type leurrage. Alors, il y a des cas qui s'appellent le deep fool ou autres, des attaques de type leurrage où on va chercher à tromper le réseau de neurones dans sa réponse. Une petite question, Bruno. Je me permets d'interrompre quand même, parce que c'est dans l'objet de la slide. Une question de Monsieur Bouge. En quoi votre solution est différente des réseaux de neurones récurrents qui permettent également de faire de la régression? Oui, vas-y, Mohamed. Non, je me permets d'intervenir parce que c'est une question un peu, un peu technique. Donc, les réseaux récurrents aujourd'hui sont essentiellement utilisés pour la classification. C'est vrai, de temps en temps, ils sont utilisés pour la régression. Mais je peux vous dire que si on veut faire de la prévision sur du long terme, sur du très long terme, c'est-à-dire lorsqu'on fait une prévision sur 10 000 pas de temps, et ben dans ce cas-là, je peux vous dire, d'après l'expérience que nous avons, que tout défaut de parcimonie se traduit par une explosion de la prédiction.
Et le seul moyen, on ne peut pas corriger ce défaut de parcimonie en essayant d'éliminer des liens. Le seul moyen de le corriger, c'est de revenir à un état parcimonieux antérieur. Ça veut dire qu'il faut rester tout le temps dans cet état parcimonieux pour faire une prédiction sur du temps long. Alors, c'est quoi, juste, je vais être assez court quand même, c'est quoi une prévision du temps en temps long? C'est que dans le domaine du contrôle, et nous avons une expérience avec, par exemple, Renault Formule 1 là-dessus, avec Continental, dans le domaine du contrôle, il y a ce qu'on appelle le contrôle en boucle fermée, où on dispose à chaque instant d'une mesure qui nous dit, qui nous renseigne sur l'état du système, mais il y a ce qu'on appelle un contrôle en boucle ouverte, c'est-à-dire le système qu'on essaie de contrôler n'est pas accessible. Et donc, on est obligé, de proche en proche, de faire des prévisions sur des milliers de pas de temps. Et dans ce cas-là, la parcimonie joue un rôle essentiel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre partenaire ANSYS distribue quelque chose qui s'appelle le Twin Builder et notre c'est Adagos qui fournit cette technologie. Merci. Merci Mohamed. Bruno, tu as la parole. Oui. Donc l'autre impact de notre technologie, c'est l'automatisation de la création des réseaux de neurones. Et c'est un des points majeurs auxquels on a voulu répondre. Et donc, non seulement ça rend l'intelligence artificielle accessible à des non-spécialistes, il y a juste et vous voyez à côté une image de l'interface dont je vous ferai une démonstration tout à l'heure, mais également sur ceux qui sont déjà familiers avec l'intelligence artificielle, eh bien, on va leur permettre non seulement de s'interfacer avec les standards, les environnements standards de l'intelligence artificielle, typiquement TensorFlow, PyTorch ou Keras, mais également ils vont pouvoir intégrer ces outils dans leur processus de travail, dans leur processus de calcul, dans leur processus de décision, et ainsi se concentrer sur ce processus et non pas sur la création de réseaux de neurones. Mais il y a aussi un autre impact important de la création automatique, c'est que ça ouvre aussi la possibilité de faire un apprentissage continu ou incrémental, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque vous mettez le système en fonctionnement, vous avez très peu de données, et puis au fur et à mesure des nouvelles données, vous allez pouvoir automatiser la mise à jour de votre modèle pour qu'il prenne en compte ces nouvelles données, ou de la même manière, l'apprentissage continu qui est l'environnement dans lequel mon système évolue change, et donc je veux prendre en compte dans mon modèle ces changements. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui inaccessibles si vous devez créer votre réseau à la main et qu'ils le deviennent grâce à cette automatisation. Bruno, une petite question qui me semble être pertinente maintenant, avant que tu ne passes à la suite. Une question de Angela Bovo de Seftine. Vous parlez de prédiction. Du coup, cela signifie que votre outil est adapté aux séries temporelles. Point d'interrogation. La technologie sous-jacente est-elle différente suivant que les données d'entrée sont ou non une série temporelle? Alors effectivement, notre technologie est complètement adaptée aux séries temporelles et elle n'est pas différente que ce soit temporel ou non. Merci. Tu peux reprendre. Merci. Alors maintenant, on va vous montrer quelques cas tests, quelques cas plutôt industriels qui sont représentatifs, on va dire, des performances et de tous les aspects dont je vous ai décrits précédemment. Donc là, c'est un cas qui a été réalisé avec le concours de Renault Formule 1, qui a mis en concurrence deux approches, donc notre approche et celle qui est aujourd'hui proposée par un géant de l'intelligence artificielle, l'un des GAFAM. Et c'était sur un problème de modélisation dynamique
de problèmes de déflexion de turbo. Donc l'idée, c'était d'avoir un modèle qui soit dynamique, qui soit suffisamment prédictif à long terme pour pouvoir éventuellement, dans le cas où on rentrerait dans des configurations qui sont non propices, de pouvoir faire du contrôle. Et ce géant de l'Internet n'a pas réussi à faire un modèle dynamique suffisamment prédictif sur le long terme, mais a pu faire un modèle statique, c'est-à-dire qui dit à un moment donné l'état du système. Et il a créé un modèle que vous voyez sur la gauche qui comporte 500 000 liens. Et pour le créer, il a utilisé l'ensemble des données, c'est-à-dire 1 million d'échantillons qui étaient mis à disposition. Et pour créer ce modèle, il a utilisé une carte graphique de forte puissance, une carte Tesla à 15 000 $. Nous, on est arrivé avec notre approche et on a pu créer un réseau donc, qui fait exactement la même chose avec même une meilleure précision, mais avec uniquement 194 liens. Et Renault F1 nous a mis à disposition uniquement 10 000 échantillons pour la création de ce lien. Et ce modèle, eh bien, la création de ce modèle, elle est possible sur un portable tel que vous les utilisez généralement en 1 minute 13. Et là où ce géant de l'Internet a mis 5 mois avant d'arriver à créer ce réseau, alors avec plusieurs équipes qui ont été mobilisées, ben nous, en appuyant seulement sur un bouton, ce réseau a été créé. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il est dans le domaine des objets connectés et de l'Internet des objets. Bruno, oui. Bruno, excuse-moi de t'interrompre. J'ai quand même 2 questions et je pense qu'il faut les poser maintenant. Le premier est de Monsieur Bouge, toujours de chez Michelin. Au sujet de l'apprentissage continu, y a-t-il un risque de dérive, de dégradation dans les performances dans le temps? Alors, dans le temps, à partir du moment où le réseau va continuer à se mettre à jour, il n'y a pas de dérive attendue. C'est-à-dire qu'effectivement, plus vous faites votre prévision sur du très très long terme, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, l'évolution du système ou l'évolution de l'environnement du système, si vous ne le prenez pas en compte, va faire que votre prévision va se dégrader. Mais si vous mettez à jour votre modèle suffisamment régulièrement pour prendre en compte ces évolutions, il n'y aurait pas de dégradation sur le long terme. Merci. Deuxième question de Monsieur Teddy Virin. Bonjour. Comment ont été sélectionnés les échantillons pour l'apprentissage de votre outil? Y a-t-il eu un plan d'expérience particulier? Il n'y a eu aucun plan d'expérience particulier, c'est simplement Renault Formule 1 qui nous a donné ces 10 000 échantillons. Et on a fait avec. Mais à notre connaissance, ils n'ont pas été sélectionnés d'une façon particulière. Très bien, je te remercie Bruno, tu peux continuer. Donc, dans le domaine de l'IoT et des objets connectés, c'est un cas qui nous a été posé par STMicroelectronics, où il s'agissait d'embarquer un algorithme d'intelligence dans un microcontrôleur STM32. Alors, le cas, c'est le cas d'être capable de qualifier la qualité de préhension d'un bras robotisé. Alors, ce bras a plusieurs capteurs qui vont être positionnés à différents endroits du bras et on a à notre disposition 28 mesures de pression, de vitesse à différents endroits du bras. Et en sortie, ce que l'on cherche, c'est à qualifier la qualité de préhension de ce bras. Le réseau dont il disposait, que vous voyez sur la gauche, qui avait été fait avec Keras, qui est une bibliothèque d'intelligence artificielle qui est basée sur TensorFlow,
permettait d'atteindre une erreur de 24,2%, mais avec un nombre de liens de 121 500. Notre réseau, parcimonieux, et de façon native, eh bien, a permis d'atteindre une erreur de 22,5%. Donc, on a déjà minimisé de plus de 10% l'erreur, mais seulement avec 120 liens. Et la conséquence, elle est monumentale en termes de performance, d'économie énergétique nécessaire, mais aussi d'encombrement pour pouvoir intégrer ça sur l'objet connecté. Donc, l'objet connecté, il était alimenté par une batterie qui, si on la laissait sans aucun calcul, avait une durée de vie de 8 mois, 3 jours et 12 heures. Avec le réseau Keras, basé sur l'approche redondante, eh bien, si on laissait la fréquence du microcontrôleur à 4 MHz, on obtenait des temps de calcul de plus de 200 millisecondes qui étaient incompatibles avec l'application qui visait à faire un test tous les 50 millisecondes. Hein, si vous voulez faire un test tous les 50 millisecondes et que vous mettez 200 millisecondes pour faire le calcul, ça ne va pas. Donc, on a été obligé d'augmenter la fréquence du microcontrôleur à 80 Hz pour atteindre une durée de 13 millisecondes. Là où notre approche, eh bien, dès le départ, avec un 4 millisecondes, permettait d'atteindre déjà des durées de 1 milliseconde. Et après, lorsqu'on regarde un peu les ressources de calcul qui sont nécessaires en termes de cycle CPU ou d'utilisation de la mémoire, on voit également qu'on a des facteurs très importants entre les deux approches. Et les conséquences, c'est sur la durée de vie de la batterie, c'est-à-dire sur le nombre de cycles qu'on a pu pouvoir faire. Eh bien, avec l'approche redondante, eh bien, en 10 jours et 20 heures, la batterie a été épuisée en faisant un test tous les 50 millisecondes, alors que nous, on a pu faire ces tests pendant 7 mois, 22 jours et 8 heures. Donc, vous voyez un peu l'impact de la parcimonie sur tout ce qui est intelligence embarquée et entre autres réduction des ressources, des ressources énergétiques nécessaires à leur mise en œuvre. Le dernier cas que je vais vous présenter, c'est un cas de classification. Donc tout le monde le connaît, enfin tous les gens qui font un peu d'intelligence artificielle connaissent ce cas qui est largement partagé, qui s'appelle le cas MNIST, qui vise à reconnaître des caractères manuscrits que vous voyez sur la droite. Donc le cas, vous avez 60 000 données d'apprentissage et il y a 10 000 cas ensuite pour tester votre apprentissage. On s'est comparé à 3 approches. Une approche qui s'appelle NODE, Neural Ordinary Differential Equation, qui permet d'atteindre un niveau de performance de 99,56. Ensuite, on a aussi construit un modèle avec TensorFlow. On a fait une dizaine d'expériences et on a choisi on a pris les meilleurs résultats qu'on a obtenus sur cette dizaine d'expériences et on a obtenu un résultat de 98,95 où là, avec notre approche de façon automatique, directe, c'est-à-dire qu'on a juste appuyé sur un bouton, on a obtenu dès le départ 99,80. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs résultats qui a été publié sur le site de MNIST. Et alors, si on regarde la taille du réseau de neurones, eh bien, on voit là aussi qu'on a un facteur très important entre l'approche NODE, TensorFlow, qui sont à peu près équivalents, qui nécessitent aux alentours de 200 000 liens, où là, nous, notre réseau ne nécessite que 14 000 liens. Mais depuis, on a fait des progrès d'ailleurs. Et on a réduit encore considérablement ce nombre de liens. Et là, c'est une comparaison avec 104 tests qui sont issus la plupart du temps de concours qu'il y a sur Internet. Mais après, on a aussi mêlé un certain nombre de cas que nous, on a réalisés pour nos clients.
et ou partenaires. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur les 100 cas que l'on a pu réaliser et que vous pouvez, auxquels vous pouvez accéder sur notre site internet, sur notre page principale, à un moment donné, il y a un lien justement pour atteindre cette table. Et on voit que globalement, on réduit l'erreur de 9,3%. Et si on faisait un filtre uniquement sur les cas de régression, eh bien, on aurait 17%. On montre qu'on est capable de réduire de 17% l'erreur, ce qui est quand même assez important. Et tout ça avec des réseaux qui, en moyenne, sur les 100 cas, on réduit, sont d'une taille de 3000 fois plus petite. Et il est à noter qu'à chaque fois, lorsqu'on a fait ces comparaisons avec les outils de TensorFlow, eh bien, on a fait 10 réseaux et on a pris le meilleur. Là où, pour Neurico, on a juste utilisé les paramètres par défaut et donc de façon complètement automatisée. Et pour finir un peu cette présentation, ce graphique, il montre quoi? Il montre que lorsque l'on prend sur la droite une approche redondante, plus le réseau est important, plus l'erreur décroît. Mais plus vous allez chercher à simplifier votre réseau, et ça, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui mises en œuvre typiquement pour permettre d'embarquer des réseaux de neurones. On va chercher à éliminer les liens qui ne sont pas nécessaires, les neurones qui ne sont pas nécessaires a posteriori. Eh bien, plus vous allez simplifier, plus vous allez dégrader la précision du réseau. Et vous n'atteindrez jamais la précision qui est obtenue directement par une approche native, qui, elle, va trouver un optimum au moment de sa construction qui va permettre de trouver la configuration optimale en termes de nombre de liens pour réduire au maximum l'erreur de votre réseau. Et donc, ce qu'on veut montrer par là, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de techniques de simplification de réseaux de neurones, mais qui n'arrivent pas à la performance d'un réseau nativement parcimonieux. Alors, je vais peut-être basculer maintenant sur une démonstration. Bruno, Oui. avant que tu ne fasses la démo, j'ai quelques questions pour toi. Donc, il y en a une qui est venue un tout petit peu plus tardivement, mais c'est pas grave, de Brice Olivier, qui est dans le cadre de l'étude avec Renault, avez-vous également comparé votre outil avec d'autres méthodes de type GBM? Là, il faut. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais avec Renault, en réalité, on leur a fourni l'outil. Ce sont eux qui ont fait le test. Ce sont eux qui ont obtenu les résultats. Et les premiers résultats, avant de solliciter, les premiers résultats étaient dynamiques. Ils ont obtenu des résultats dynamiques. Ce qu'on a montré pour Renault, c'est hors sujet. C'est parce que ce géant de l'Internet est venu avec un réseau stationnaire qu'on a essayé de comparer. Après, ce que demandait Renault, c'est un modèle dynamique qui est capable de prédire sur le long terme parce que tout simplement, c'était du contrôle en boucle ouverte, on n'avait pas accès aux mesures et c'était important de comparer sur le long terme. Donc, ça a marché du premier coup, c'est-à-dire ils ont nos outils, ça a marché du premier coup. Et après, ils ont comparé avec les outils de ce géant de l'Internet. Et à ma connaissance, on peut comparer avec ce qu'on veut. À ma connaissance, il n'existe pas aujourd'hui d'outil sur le marché qui est capable de faire de la prédiction sur des temps longs. Je ne connais pas. GBM ou pas, je ne connais pas. On a essayé de comparer avec tout. Et ben, à ma connaissance, c'est vraiment le seul outil qui aujourd'hui permet de faire de la prédiction sur des temps longs parce que il y a l'effet papillon, il y a des phénomènes complexes qui peuvent
survenir, c'est-à-dire c'est complètement instable, et donc il a fallu travailler pour obtenir ces résultats. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, aujourd'hui, en dehors de la parcimonie, il n'y a pas de solution qui permet de faire des prédictions sur des temps longs. Alors, il y a des super questions qui arrivent. Alors, il va falloir que vous soyez patient avec moi parce qu'il faut que je les lise. Et là, on voit que la possibilité de poser la question en direct aurait été pas mal. Mais on va rester là-dessus pour cette fois-ci. Donc, l'autre question est la suivante. Monsieur Pacou de CS Group, les modèles de prédiction peuvent-ils être programmés dans ANSYS/SCAD Suite? J'espère que ça vous parle. Moi, pas du tout. ANSYS, c'est ANSYS. Aujourd'hui, ces méthodes-là, est-ce que mon micro est activé, je crois. Aujourd'hui, c'est tout cet environnement-là est partagé, c'est-à-dire la partie dynamique. En réalité, elle a été développée en partenariat avec ANSYS, et tous ces outils-là sont disponibles aujourd'hui dans les outils d'ANSYS qui s'appellent Twin Builder d'un côté, et aussi on travaille avec SRL Technologies, et naturellement tout ça est disponible à partir de SCAD. Ok, je vais quand même essayer d'ouvrir tous les micros. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. N'hésitez pas à tenter votre chance néanmoins. Je vais continuer à poursuivre avec la lecture des questions telles qu'elles sont arrivées. Mais en tout cas, je vous autorise normalement à poser votre question par micro. On va tenter. Donc, l'autre question était la suivante. Que je ne me trompe pas. Le réseau, alors Teddy Virin, toujours de Michelin, le réseau considère dès le départ l'ensemble des features pour l'apprentissage. Point d'interrogation. Et aujourd'hui, aujourd'hui tel que c'est, lorsqu'on fournit le réseau, on fournit Noreco, eh bien, on travaille sur la totalité des données, mais on est en train d'avancer pour faire ce qu'on appelle de l'apprentissage incrémental, c'est-à-dire lorsque les données viennent à la volée, comme de toute façon, on a une approche parcimonieuse, on a besoin de beaucoup moins de données. Si on doit commencer à faire un apprentissage incrémental lorsque les données viennent à la volée, on peut commencer avec un faible nombre de données. Au lieu d'attendre une semaine pour mettre en œuvre le réseau, on peut attendre que quelques heures uniquement pour pouvoir sortir la première version du réseau, et après on peut le faire évoluer en fonction de l'arrivée des données. Ce sont des choses qui sont tout à fait notre Noreco est fait pour ça, mais aujourd'hui, on travaille avec la totalité des données. La version actuelle travaille avec la totalité des données qui doivent être disponibles dès le départ. Et j'ajouterais que justement, l'un des enjeux, parce qu'on l'a bien vu de la part de nos clients, l'un des enjeux aussi, c'est d'être capable de fournir une aide à la sélection des données d'apprentissage. On peut avoir trois cas majeurs. Le premier, c'est vous êtes en train de concevoir un système ou de mettre en route un système, et vous avez un système existant, et finalement, c'est quoi le plan d'expérience qui serait nécessaire à mettre en œuvre pour acquérir juste les données nécessaires. Ça peut être la première configuration, c'est-à-dire vous n'avez pas encore les données, vous allez les acquérir. Comment j'acquiers les données qui soient nécessaires? La deuxième configuration, c'est vous avez un volume de données très important, et avec peut-être de la redondance, avec peut-être des informations qui ne sont pas utiles. Comment j'aide à sélectionner parmi ce set de données très important, quelles sont celles qui sont réellement nécessaires? Et le troisième contexte, c'est un contexte où finalement, vous avez un certain nombre de données, mais peut-être pas suffisamment, ou en tous les cas, savoir quantifier l'erreur que vous allez faire sur tel ou tel paramètre, connaissant justement l'ensemble de votre volume de données qui est simplement disponible.
Voilà. Donc, et c'est, je dirais, les techniques et les développements qui sont en cours et qui vont être bientôt finalisés, bientôt opérationnels, doivent nous permettre de répondre à ces trois questions, à ces trois approches différentes, importantes dans la sélection des données, des données d'apprentissage, en plus de justement l'aspect dont Mohamed a décrit là, qui est l'apprentissage incrémental et continu, qui permet effectivement de faire un apprentissage avec très peu de données et de l'enrichir au fur et à mesure que les données vont arriver. D'accord. Alors, je vous ai proposé par l'outil là de lever la main pour que je vous ouvre le micro, puisque c'est possible, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas. En tous les cas, je vais continuer à lire les autres questions. Là, il y a une question de Julien Tournier. Ah, j'ai une main levée. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne la retrouve pas. Pouvez-vous le refaire, celui qui a levé la main, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Julien Tournier. Voilà, je vous ouvre le micro. J'espère. Oui, bonjour. Bougez pas. C'est bon? Super. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, parfaitement. Oui. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors déjà, bonjour Mohamed Massoudi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais un de vos élèves à l'Université de Toulouse. Donc ça fait plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Absolument, oui, Et alors, le monde est petit. oui, c'est vrai. Et donc moi aussi, je travaille à Michelin là, et j'avais juste une petite question sur la slide 14. Le fait que donc on ait la courbe là qui est en train de descendre mais qui n'arrive pas à à atteindre le best error, est-ce que c'est lié aux critères d'information, par exemple le critère AIC, tout ça, ou justement en fait plus on a une taille de réseau de neurones qui est immense, plus on a tendance à surfitter en fait notre problème? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Vous Oui, on m'entendez? vous entend parfaitement. Ah oui. Alors, bon, c'est vraiment, je reconnais que c'est une courbe qui est assez bizarre parce que elle est décroissante tout le temps. Il y a un moment où il y a un trou. Eh ben, c'est comme ça. Ce trou-là existe, et ce trou-là, on peut pas y aller par hasard. On peut pas y aller par hasard. Il faut travailler pour y aller, parce que cette courbe-là, c'est la taille, mais la taille, c'est quand même, on vit dans un espace de grande dimension, l'espace des topologies, des liens entre neurones et tout, et il y a un petit trou. C'est comme le trou, c'est-à-dire si je compare, vous êtes dans le désert, vous êtes dans le désert 100 km sur 100 km, il faut trouver un endroit un trou de la taille d'une balle de golf qu'il faut trouver. C'est à peu près ça, la représentation, c'est un peu ça. On ne peut pas tomber dessus par hasard. Pour tomber dessus, il n'y a qu'un seul processus, c'est de créer le réseau de proche en proche. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais elle me paraît un peu compliquée. Oui, enfin, ma question, en fait, c'était vraiment, est-ce qu'il y a l'utilisation de toute la théorie de l'information derrière pour essayer de trouver justement ce petit trou-là, quoi. Mais bon, Euh, euh, en- euh, J'y pensé ce matin. Je me disais, dans un système redondant, après, bon, peut-être on peut activer la théorie de l'information pour ça. Dans un système redondant, il y a une branche qui fait quelque chose, il y a une autre branche qui doit annuler cet effet qui n'est pas nécessaire. Hein. Et c'est pour cela que c'est difficile. Si les deux branches qui s'annulent mutuellement sont très importantes, il n'y a aucun principe de simplification qui permet de le faire. Et pour répondre à votre question, et effectivement, vous avez raison, il y a une intuition comme quoi c'est comme un phénomène d'entropie, c'est-à-dire si on libère les degrés de liberté, on ne peut plus après les restreindre. C'est comme un gaz qu'on lâche dans la nature. Il y a vraiment un phénomène d'entropie qu'on lâche dans la nature et après, on ne peut pas le mettre dans la bouteille après coup. C'est exactement le même phénomène et je suis entièrement d'accord. Il y a quelque chose qui relève de la théorie de l'information qui peut justifier ce genre de choses. Une fois qu'on a libéré les degrés de liberté, on ne peut plus les restreindre. C'est trop tard. bon, Merci pour la merci question que beaucoup. je trouve intéressante et ça peut intéresser pas mal de collègues attirés par des aspects théoriques.
Je crois qu'il y D'accord. avait une question de Merci ce beaucoup. genre avec Monsieur Brice-Olivier qui disait le slide 14 est-il appuyé par un résultat théorique? Alors, est-ce que j'ai bien compris la question? En tous les cas, c'était sa question à lui. Donc, je pense que vous y avez peut-être répondu. Là aussi, je me permets d'intervenir. Ce que le 14, c'est un constat étayé par un grand nombre au moins une centaine de cas tests, mais il y en a beaucoup plus, on en a fait beaucoup plus. Et je ne sais pas si Bruno a insisté sur le fait qu'en moyenne, on réduit par un facteur 3000 la taille des réseaux neuronaux. Hein. La seule théorie dont nous disposons, c'est la théorie du gradient topologique qui permet de sculpter d'une manière optimale le réseau. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de développements théoriques qui peuvent intéresser énormément de gens et ça peut être une source de questions théoriques extrêmement intéressantes. Mais j'ai quitté le monde universitaire et je suis très très heureux d'être dans ce monde-là, plutôt d'entreprise, et j'essaie d'aller vers le résultat, répondre aux besoins des industriels, et peut-être que des collègues à l'université peuvent s'intéresser à ce genre de questions. Absolument. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question de Monsieur Mohamed Kahaniche. Si vous souhaitez, Monsieur Kahaniche, je peux ouvrir votre micro. Le temps que vous me répondiez, je vais quand même lire votre question qui est la suivante. Quel est l'impact de la qualité de l'échantillon d'apprentissage de départ sur la qualité des résultats? Oui, bonjour. En fait, c'est la question, je pense qu'il a déjà répondu, c'était lié aux critères d'aide à la sélection des données d'apprentissage. D'accord. Parce qu'on part d'un échantillon, c'est Mohamed, pardon. Ah, pardon. Ça a changé de... On part d'un échantillon et j'imagine que s'il y a des critères qui permettent de bien sélectionner cet échantillon pour converger beaucoup plus vite et avoir des résultats intéressants, ça peut être très intéressant du point de vue applicatif. D'accord, merci. Oui, tout à fait. C'est vraiment une démarche voilà, des développements qui sont en cours et pour non seulement accélérer effectivement le temps d'apprentissage, mais après être capable de sélectionner au mieux les données qui vont être nécessaires en termes de précision. Vous voyez, il y a les deux aspects. On cherche sur les deux aspects. C'est la rapidité, l'accélération du processus d'apprentissage et également accéder à la meilleure précision ou en tous les cas la meilleure capacité de généralisation aussi en fonction de la qualité des données d'apprentissage. D'accord. Ceci étant dit, pardon, j'interviens, ceci étant dit, si on nous donne un milliard de données, eh ben, à la fin, on commence l'apprentissage avec le peu de données, naturellement, pour construire la topologie initiale, mais après, on ne lèche pas une seule donnée. Toutes les données sont prises en compte pour faire un apprentissage final. On prend ce qu'on nous donne, on ne va pas cracher dessus, si j'ose dire. Voilà. Bonjour, Monsieur Kahaniche. On n'a pas eu l'occasion de se voir dans le cadre d'Anity, mais je pense qu'on va la créer, l'occasion. Bientôt, oui. J'espère. Merci, c'était très intéressant comme présentation. C'est pas fini, restez avec nous. Il y a une autre question, Monsieur Pierre Bouge, toujours. Quand vous dites que vous comparez à des résultats obtenus avec des réseaux construits avec TensorFlow, comment ont été obtenus ces résultats avec TensorFlow? Point d'interrogation. Entre parenthèses, résultats publiés par chercheurs académiques ou c'est vous, Adagos, qui avez obtenu ces résultats avec TensorFlow? C'est qu'on a essayé vraiment de faire pour le mieux. On a des experts. On a essayé de faire pour le mieux. On a à chaque fois, comme l'a dit Bruno, fait au moins 10 cas tests. Ce que je peux vous dire pour étayer un peu notre démarche, j'ai calculé pour chaque cas test, j'ai calculé la moyenne de la taille des cas tests que nous avons fait. J'ai calculé l'écart type de la taille et à chaque fois, la courbe sur la page numéro 14 illustre ça. À chaque fois, il a fallu prendre pratiquement le plus gros réseau. C'est-à-dire vraiment, on voit très bien que l'erreur décroît avec la taille du réseau. Et donc, peut-être qu'avec TensorFlow, on n'a pas réussi peut-être à obtenir la meilleure erreur, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en augmentant la taille
du réseau, on n'arrête pas d'améliorer les résultats. En tout cas, sur les 100 cas tests que nous avons et sur au moins 10 cas tests, la tendance claire est que plus le réseau est grand et plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 3000, le rapport de 3000 entre TensorFlow et nous, en réalité, il peut être beaucoup plus grand si on laisse TensorFlow grandir. Il peut améliorer légèrement les résultats de l'erreur obtenue. La tendance est très claire. Plus le réseau TensorFlow est grand et plus l'erreur est meilleure de TensorFlow. Et ça, c'est vraiment, ça illustre parfaitement la nécessité pour TensorFlow d'avoir de très grands réseaux. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Une petite dernière et on vous laisse passer à la présentation, à la démonstration. C'est la question de Monsieur Daniel Lafaille de Michaud qui dit un peu plus sur la mise à jour de modèles en continu pour adapter le modèle. Ah, alors Daniel, alors là, j'ai rien compris. Un peu plus sur la mise à jour de modèles en continu pour adapter le modèle. Alors, si ça vous parle, vous pouvez répondre. Sinon, je vous invite à poser votre question, Daniel. Bruno, c'est dans ce dont parlait Bruno, on est en train de faire avancer cet aspect, c'est-à-dire lorsque les données viennent en continu parce qu'elles ne sont pas disponibles au début, ou bien parce qu'on a un système qui change, et le réseau qui est censé représenter ce système-là doit évoluer avec ce système. Par exemple, une batterie qui vieillit, sa réponse n'est pas toujours la même, et il faut que le réseau s'adapte. Pardon? Ah, Daniel, vous avez le micro. Vous avez le micro ouvert. Oui, bonjour Mohamed. Oui, c'était juste la mise à jour. Est-ce que vous attendez d'avoir l'outil qui fait la mise à jour, ou est-ce que vous envisagez pour l'instant de faire des mises à jour périodiques en fonction de l'intégration des dernières mesures, sachant que la construction du réseau étant très rapide, cette mise à jour avec les nouvelles données doit être assez rapide. Ou est-ce que vous avez un système de mise à jour continue? Alors, je dirais que là, aujourd'hui, on va aujourd'hui, c'est plutôt périodique, avec des critères qui peuvent être définis. Typiquement, par exemple, l'erreur de prédiction augmente, donc c'est qu'à un moment donné, il y a des nouvelles informations qu'il faut prendre en compte. Ou alors, il y a eu un flot de données, par exemple, important qui arrive, et on se dit, tiens, il faut les prendre en compte, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est peut-être une périodicité, ou en tous les cas, une décision de mettre à jour le modèle qui peut être définie par des critères un peu de ce style-là. Après, justement, c'est un des aspects du projet GOS dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui nous a permis de gagner le concours iNov, c'est d'affiner, on va dire, ces critères pour rendre automatique cette mise à jour. Ok, merci. Alors, je vais peut-être continuer maintenant. On reprendra des questions tout à l'heure avec plaisir. Voilà. Je vais juste faire rapidement sur un cas simple qui a le mérite de tourner relativement vite, de vous faire une démonstration comme ça de notre outil Neureco. Alors, je pense que tout le monde voit bien là l'interface de notre outil. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. La première des choses à faire, c'est d'avoir des données. Donc ici, typiquement, c'est un cas qui s'appelle, qui vise en fonction d'un certain nombre de paramètres d'un bâtiment, de prédire la consommation énergétique qui va y avoir. Donc typiquement, je vais vous montrer les données. Les données, elles se présentent comme ça. C'est un fichier CSV où vous avez donc un certain nombre de mesures qui montrent, qui donnent à un instant donné, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, la direction du vent, la vitesse du vent,
le rayonnement solaire, qui peut être positif dans le cas où le bâtiment absorbe de l'énergie, et négatif lorsqu'il va relâcher de l'énergie dans l'atmosphère, et puis l'humidité ambiante. Et si vous connaissez un petit peu ces phénomènes sur le bâtiment, c'est un problème foncièrement non linéaire, puisque en fonction de l'humidité et de la vitesse du vent, ne va pas avoir le même impact sur la température à la température intérieure. Donc ça, c'est les données d'entrée. Et les données de sortie, c'est tout simplement des consommations énergétiques qui ont été relevées pour ce cas. Donc, on se positionne dans ce cas et on va créer un fichier de configuration, c'est-à-dire un fichier qui va nous permettre de construire notre réseau. Donc, construction. Et je me positionne donc dans le répertoire qui va bien, Energy Consumption, et je crée mon fichier. Et comme vous le voyez, là, l'interface est relativement simple. Vous avez quoi? D'abord, est-ce que c'est un cas de régression ou un cas de classification? Donc là, on est dans un cas de régression, donc je laisse le classification à false. Et je vais aller chercher mes données d'entrée. Donc mes données d'apprentissage, c'est en entrée, les inputs, c'est X, mes outputs, c'est Y. Et tout simplement, il suffit que j'appuie sur le bouton. Alors ici, il y a quelques données, des paramètres un peu avancés qui vous permettent de sélectionner quels sont puisque lors de la création du réseau, si vous voulez, on se base sur les données d'apprentissage et on vérifie au fur et à mesure de la construction des réseaux, on sélectionne un certain nombre d'échantillons, si vous voulez, pour valider la qualité du réseau. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie des données d'apprentissage, mais c'est un peu le test qu'on fait nous en interne, hein, comme quand vous développez quelque chose, vous faites des tests en interne avant de livrer à votre client. Et bien là, de la même manière, c'est un peu ces données que l'on se réserve pour vérifier la qualité de la prédiction que l'on fait. Et puis les autres paramètres, bon, c'est des paramètres de normalisation différents ou autres. Voilà. Mais généralement, on n'a pas besoin de toucher ça. On a vérifié que le 80-20 était en général le meilleur. Et donc, vous avez juste à rentrer, comme je vous l'ai dit, vos modèles, vos données, et vous appuyez sur la construction. Et vous voyez en direct le réseau qui se crée en partant d'un tout petit réseau qui va s'enrichir au fur et à mesure de l'apprentissage. Et vous voyez que l'erreur, petit à petit, va diminuer. Et c'est là où il cherche à chaque fois de se dire, mais tiens, est-ce qu'il faut que je rajoute un neurone? Est-ce qu'il faut que je rajoute une couche? Quel type de lien je vais rajouter entre les neurones, etc. Et vous obtenez ainsi votre réseau qui se crée petit à petit. Et comme on le voit, vous pouvez le voir ici, eh bien, on n'est plus du tout sur une structure par couche parce que voilà, un réseau, il n'est pas forcément nécessairement relié aux couches précédentes. Il peut être relié à des couches beaucoup plus éloignées et petit à petit, vous voyez le réseau qui se crée. Donc là, on diminue encore l'erreur. Il continue à se créer et on sera averti lorsqu'il aura trouvé pour lui, en fonction de la qualité des données d'entrée pour expliquer la sortie, eh bien, lorsqu'il aura minimisé, il aura trouvé l'erreur minimale qu'il peut atteindre et à ce moment-là, le processus s'arrêtera. Ça devrait prendre encore quelques secondes. Je voulais dire que malgré le fait que Bruno a montré un peu les paramètres des advanced settings, et ces paramètres-là, en général, il faut pas y toucher. Ça marche très très bien sans y toucher. Et c'est ça un peu la différence avec les méthodes classiques où il faut
les méthodes classiques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue au dé, c'est-à-dire combien il faut de couches, combien il faut de cellules par couche, est-ce qu'on met le même nombre de cellules pour toutes les couches, ou bien est-ce qu'il faut mettre des cellules, un nombre différent pour chaque couche, et ainsi de suite. Ce genre de questions ne se pose pas dans ce contexte-là. On a besoin il suffit de fournir les données et normalement ça marche tout seul. Voilà. Et là, donc, une fois que le processus d'apprentissage est terminé, voilà, ici, c'est fini là. Vous avez le graphique. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ici le graphique qui vous montre. Alors, dans le cas de la classification, ça serait une matrice de confusion. Et là, c'est juste les données qui ont été estimées, prédites par Neureco, et puis les données réelles, telles qu'elles ont été fournies. Et ça montre l'erreur. Voilà, et la droite qui montre ici l'erreur qui a été commise. Et donc, voilà, vous avez créé votre réseau et ensuite, maintenant, vous voulez l'utiliser pour prévoir d'autres situations, prévoir la consommation énergétique à partir de nouvelles données. Et donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez créer donc de la même manière un fichier conf qui va vous permettre de créer vos cas. Donc, évaluation. Je le répertoire. Je vais chercher le modèle qui a été créé. Donc, le modèle qui a été créé a une extension .Neureco. Ici, il est dans Résultats. C'est ce qu'on avait spécifié avant. Ah oui, j'ai oublié de dire que, mais on le verra plus loin, qu'on peut exporter, au moment où on a créé le réseau, on peut l'exporter sous tout un tas de formats, ONNX, C, FMU, co. Et puis, ici, je vais chercher mes données de test, donc X test, mes paramètres, voilà, qui sont des données qu'on n'a pas apprises, qui n'ont été absolument pas vues pendant l'apprentissage. Et puis voilà, et il suffit d'appuyer sur Evaluate, et puis ça va vous évaluer immédiatement, puisque ça va très vite. Voilà. Alors, on peut refaire cette évaluation, puisque là, dans le cas où on est, puisque c'est des cas tests, on avait également les sorties dites disponibles pour comparer voilà l'erreur qui a été commise entre nos prévisions et les réels. Et là, c'est parce qu'on avait déjà les données de sortie. Voilà, donc c'est tout simplement, vous voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation, ça s'adresse à n'importe qui, si on peut dire, à partir du moment où vous avez des données labellisées qui vous permettent de faire un apprentissage. Voilà. Et donc, je vais finir, j'ai juste 2 planches pour finir. Pour vous, donc comme je vous l'ai annoncé au début, on a lancé il y a une quinzaine de jours maintenant la commercialisation de Neureco, puisque c'est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années et qui a été éprouvé par nos partenaires, par certains clients qui l'ont utilisé déjà, et il a été éprouvé sur un certain nombre de cas tests, et maintenant on a considéré qu'il était suffisamment robuste et industriel, donc avec une documentation, avec un certain nombre de cas tests comme ça qui sont proposés pour faciliter la prise en main. Et aujourd'hui, on a lancé sa diffusion commerciale. Et qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de faire cet outil? De créer des modèles parcimonieux de façon automatique, de créer des modèles prédictifs lorsqu'on a des données temporelles, ou non, d'adresser déjà un certain nombre de problématiques de traitement d'image, mais qui vont être enrichies. Cette première version va être enrichie au cours de l'année 2020 par plusieurs nouvelles fonctions. D'abord, la compression-décompression, l'outil de compression-décompression qui permet de faire de l'apprentissage non superfusé. Donc ça devrait arriver au cours de ce trimestre. Et puis, d'ici la fin de l'année, au 3e trimestre environ, on va rajouter un outil de convolution, de réseau de neurones convolutionnels qui sont vraiment adaptés
au traitement d'images de très grande taille, et puis notamment qui permet de faire de la segmentation, de la détection ou de la classification d'objets sur des images type images satellites ou autres. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est ce qui va arriver en cours d'année et en 2021, il y aura encore un certain nombre de nouvelles fonctions qui vont être disponibles, dont justement la capacité de faire de l'apprentissage continu et incrémental de façon complètement automatisée. Donc aujourd'hui, vous avez ici un peu la description des deux versions que l'on commercialise. Donc Essential qui est juste, on va dire, à partir de l'interface graphique qui vous permet de générer des modèles et de pouvoir l'utiliser de la même manière que je l'ai fait à partir de l'interface graphique. Donc avec une version à 3 000 € et pour les petites entreprises parce qu'on cherche à favoriser le déploiement de l'intelligence artificielle auprès des TPE et donc avec un prix préférentiel pour les TPE. Et puis une version pro qui, elle, va vous permettre, qui aura aussi ces versions, cette interface graphique, mais qui va vous permettre de l'interfacer avec des API Python ou MATLAB, et également d'exporter sous un format ONNX, C ou FMU pour pouvoir l'intégrer ou dans un processus ou pouvoir l'exporter et l'implémenter, par exemple, dans des systèmes embarqués ou dans des objets connectés. Voilà. Et cette version, elle est aujourd'hui à 7 000 €. Voilà, donc j'en ai fini pour notre présentation. Et s'il y a encore quelques questions, on serait heureux d'y présenter si Christa considère qu'on n'a pas dépassé le temps. Allez, on va quand même répondre aux deux questions qui restent. La première d'Angela Bovo de nous poser la question suivante. Pouvez-vous lister les formats d'export du réseau? Alors, le réseau. Mon téléphone est actif, je crois, oui. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Le format du réseau, il y a premièrement le format le plus simple, c'est le langage C. Il y a deux formats qui sont complètement standards, c'est ONNX et NNEF. Ce sont des formats standards et qui permettent d'interagir après avec, c'est-à-dire vous pouvez être, ONNX et NNEF sont parfaitement adaptés à vos experts de l'intelligence artificielle qui ont l'habitude de travailler dans des environnements de type TensorFlow, Keras ou autres. C'est des formats universels. Voilà. Donc, on s'est adapté à ceux qui ont l'habitude, ou les experts, on s'est adapté à leur environnement de travail et à leur manière de travailler. Et après, c'est ça un peu la différence majeure entre Norico Essential et Norico Pro. Eh bien, Norico Essential, c'est pour ceux qui n'ont pas envie, qui ne connaissent pas TensorFlow. Et Daniel Lafaille de Michaud, qui est intervenu tout à l'heure, il m'a dit, ouais, j'ai essayé de comparer avec TensorFlow, mais c'est trop compliqué pour moi. J'ai laissé tomber. Ce que vous faites marche très bien sur mes problèmes, mais j'ai pas réussi à faire la comparaison. Pour terminer, je voulais juste dire, je crois que Bruno, peut-être qu'il fallait mentionner que pour la première année, il y a 50% de remise sur les deux licences, sur Essential et Norico Pro, je veux dire. Très bien, merci beaucoup Mohamed. La dernière question de Monsieur Poujol qui vous demande, avez-vous testé Norico sur des problématiques de vision par ordinateur plus complexes que celles de MNIST, comme par exemple la détection d'objets dans des images ou de segmentation d'images, idem pour le traitement automatique de la parole? Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend très bien, oui. Oh, très bien. Je suis désolé, je suis daltonien, le truc rouge et vert, c'est... Bon, alors, oui, donc c'est un peu compliqué. Alors, premièrement, il faut que ce soit clair, le traitement automatique de la parole,
on n'y a pas touché et on a le traitement naturel du langage naturel, on n'y a pas touché, on n'a pas, si on a travaillé un petit peu, mais vraiment c'est marginal. Alors maintenant côté détection et ainsi de suite, on a travaillé sur un certain, on a montré MNIST parce que c'est la tarte à la crème, mais on a travaillé notamment dans le domaine de la défense, en partenariat avec CS, avec MBDA sur des questions de reconnaissance de position, de type d'objet et ainsi de suite. Donc, et ça marche sur ce genre, sur des images relativement énormes, relativement grosses. Ce que je dois dire, c'est que euh, euh, les résultats qu'a montré Bruno tout à l'heure, où on tombe à 14 000 liens, eh bien, on a trouvé une méthode qui permet encore de réduire d'une manière considérable la taille des réseaux et on est en train de redévelopper ça, c'est-à-dire on recule pour mieux sauter. On a préféré ne pas commercialiser la version qui fait 14 000 liens avec sur MNIST et, et diffuser une version vraiment de rupture qui permet de descendre à 300 liens au lieu de 300 000 avec l'état de l'art actuel. Donc c'est cette version justement qui vraiment va permettre d'adresser ces problématiques d'images typiquement satellite ou de vision beaucoup plus complexes et de faire de la détection, segmentation ou classification directement. Et elle est en cours d'industrialisation et elle sera disponible à la fin de l'été, début au troisième trimestre 2020, quoi. Voilà. Et elle est très attendue. Très bien. Eh bien, écoutez, à ce stade, il n'y a plus de questions et Si, j'ai nous une sommes question. arrivés à une question. Allez-y. Excuse-moi, Thierry Caminet, là, Athos. Est-ce que j'ai vu, se ressemble un tout petit peu aux approches NAS, Neural Architecture Search. Y a-t-il des comparaisons possibles ou avec d'autres approches de modèle shrinking, donc de réduction de la complexité des modèles après une phase de machine learning classique? Non, mais là, j'insiste là-dessus. C'est pas la peine. C'est-à-dire une fois qu'on a relâché les neurones, les liens, on en a créé un paquet. Après, ça paraît extrêmement difficile. La simplification ne permet pas d'aller vers la parcimonie. C'est vraiment, il y a, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, il y a un principe de je sais pas, de théorie de l'information derrière. Pour moi, c'est d'une manière un peu intuitive. C'est comme lorsqu'on libère un gaz, pour le mettre après dans la bouteille, bah c'est trop tard, c'est compliqué. C'est comme le coronavirus. Une fois que c'est dans la nature, c'est difficile de lui demander de revenir à son état initial. Et vraiment, toute tâche de simplification ne permet pas d'aller vers un réseau parcimonieux. C'est très simple, c'est parce que c'est quoi le redondant? Il y a une branche qui ne sert à rien, qui est là, qui a un effet considérable, qui ne sert à rien. Il y a une autre branche qui est là juste pour annuler la branche qui ne sert à rien. Et ben à la fin, ça, on ne peut pas simplifier. Ça fait un réseau confus parce que Bruno n'a pas montré le caractère robuste et le caractère interprétable. On n'a pas le temps de montrer le caractère interprétable, c'est-à-dire la capacité d'expliquer pourquoi la réponse est ce qu'elle est, quelle est la raison. Tout ça, lorsque l'apprentissage est parcimonieux, on comprend pourquoi la réponse elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. Par contre, si le réseau, si l'apprentissage est confus parce qu'il y a des branches qui servent à rien, qui ont été annulées par d'autres branches qui ne servent pas à grand chose, mais qui servent juste à annuler la branche qui sert à rien, eh ben, après, c'est difficile de demander au réseau d'expliquer sa réponse. Hein. Elle est confuse, forcément. Et vraiment, on peut comparer, mais le résultat est là. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est 3000 fois plus petit que les réseaux classiques. On peut gagner un facteur 10, 100 en simplifiant, pas un facteur 3000.
Et encore, en simplifiant, on peut gagner un facteur 10 ou 100, mais avec une dégradation de l'erreur, naturellement. Et par rapport aux approches NAS, Mais je ne connais pas. NAS, c'est NAS? oui, Neural Architecture Search, c'est-à-dire globalement, c'est utiliser des algorithmes génétiques pour optimiser la construction et optimisation de réseaux de neurones. Oui, mais c'est pareil. Si le réseau à la base c'est pas en faisant le croisement de réseaux redondants ou la mutation de réseaux redondants qu'on va finir par obtenir un réseau parcimonieux. Ça me paraît. Les méthodes évolutionnaires, elles permettent de combiner des réseaux entre eux. Et donc, c'est pas avec des géants qu'on arrive à faire des nains, quoi. Ouais, tout à fait ça. C'est le. Donc, la parcimonie, c'est un trou de balles de golf dans un désert de 100 km de rayon. Et après, pour tomber dessus, c'est pas en faisant du génétique, c'est pas en faisant des trucs au hasard qu'on y arrive. On peut pas y aller par hasard. On peut y aller parce qu'on a une démarche construite basée sur un petit réseau et on enrichit le réseau petit à petit et on ajoute un lien ou un neurone que lorsqu'il est vraiment nécessaire pour l'apprentissage, on ne le fait pas au hasard. Et c'est ça qui permet d'aller vers la parcimonie. Et derrière tout ça, il y a le gradient topologique, naturellement, c'est lui qui fait le boulot. Sans le gradient topologique, on n'aurait pas pu y arriver. Merci. Michel Poujol, je crois que vous vouliez poser une question. Je vais activer votre micro si vous savez le faire directement et maintenant. Oui, oui, bonjour, Michel Poujol, Soprasteria. Bonjour. Oui, vous avez répondu à ma question là sur tout ce qui est traitement d'image, et j'ai vu qu'effectivement vous allez ajouter des couches convolutionnelles qui, il me semble, effectivement, ont des propriétés très intéressantes pour ce genre d'application. Donc vous avez répondu à ma question. Après, vous dites que vos réseaux ont des propriétés donc de prédictifs à long terme. Donc, ce qui m'amène à une question, les neurones que vous utilisez, ce sont des neurones classiques. Il y a des fonctions d'activation standard ou qu'on peut changer, ou s'il y a des fonctions d'activation, parce que si on veut activer à long terme, si on veut prédire à long terme, il faut des gates pour activer ou pas des choses, enfin, qui ont été détectées à plus ou moins long terme ou dans le passé. Donc, est-ce que vos neurones, ils sont particuliers ou c'est des neurones classiques? Alors, premièrement, alors il y a deux choses. Il faut que je sois clair là-dessus. Noreco tel qu'il est essentiellement, c'est des réseaux tout à fait, c'est des neurones tout à fait classiques. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. D'ailleurs, comme on les exporte, on peut voir très très nettement comment le réseau neuronal est fait avec la version pro. Donc, ce sont des neurones classiques. Après, lorsqu'il s'agit de dynamique, là, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit vraiment de dynamique, là, la propriété intellectuelle est partagée avec ANSYS. Les neurones ne sont pas exportés. Et dans ce cas-là, les neurones ne sont pas exportés et il y a des phénomènes qui ressemblent à l'ULSTM pour effectivement se rappeler, pour avoir une mémoire sur le long terme, chose qui est absolument nécessaire pour y arriver. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci. Oui, ça répond à ma question. Merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Dernière question de Marjorie Alain Moulet. Comment expliquez-vous le réseau? Pouvez-vous utiliser Lime, L-I-M-E, dessus, par exemple? Marjorie, si vous êtes présente, je peux vous donner le micro, mais je ne crois pas que vous ayez cet accès-là. Peu importe, je vous laisse répondre, bien sûr, Mohamed. Bonjour, merci pour la question. On a un article qu'on peut vous transmettre justement sur Lime qui montre que la comparaison entre TensorFlow, le redondant et le parcimonieux, le redondant, comme l'apprentissage est confus,
eh ben, à la fin, si on demande Lime, c'est quoi? Ça permet de dire la réponse, elle est ce qu'elle est, mais pourquoi on a cette réponse-là? Et par une sorte de calcul de variation, on arrive à avoir sur l'image initiale qui alimente le réseau, ou quels sont les éléments ou quels sont les features qui expliquent la réponse. Eh bien, dans le cas de TensorFlow, c'est complètement flou, on ne sait pas, quelle est la raison de la réponse. Et lorsqu'on utilise un réseau parcimonieux comme le nôtre, eh bien, la réponse est très nette. Moi, j'ai donné telle réponse en raison de tel et tel élément qui se trouve dans l'image ou dans le vecteur d'entrée. Et ça, c'est très net. Et je vous remercie pour la question. Et je veux bien vous envoyer l'article qui a été publié dans le cadre d'un congrès européen qui montre la différence entre TensorFlow et Noreco sur ce plan-là. Merci pour la question. Après, j'avais une question. Vous m'entendez peut-être aussi là? Oui, oui. Oui. En fait, est-ce que visuellement, on arrive à voir le réseau neuronal, du coup, la feature qui est la principale variable explicative, par exemple, visuellement, une fois que vous avez montré le réseau, on n'a pas vu tout à l'heure, sur le cas évidemment trop petit. Mais je confirme, c'est exactement ça le but. C'est-à-dire, si l'entrée est une image, on va dire, par exemple, le but est de calculer le nombre de cellules suspectes sur, par exemple, l'image de la peau. Quelles sont les cellules qui sont suspectes? Eh bien, avec cette technique de Lime, ça permet de repérer. La réponse globale du réseau, c'est quel est le taux, par exemple, quel est le risque de maladie. C'est ça la réponse globale du réseau. Mais après, on va lui poser la question, mais pourquoi il a répondu ce qu'il a répondu? Eh bien, là, il va activer toutes les cellules qui sont malades. On va les voir sur l'image pour montrer pour expliquer sa réponse. Ça marche très bien avec un. Je comprends que c'est via Line, donc j'ai la réponse, effectivement. C'est pas directement via l'interface de Noreco elle-même. Absolument, c'est vraiment, il y a une différence très très nette. Je vous envoie le oui, je veux bien l'article. Je pense que tout le monde, Thierry Caminel aussi sera peut-être intéressé, tous les déjà autour là, sont intéressés. Je vous envoie l'article. Merci. Je l'envoie à tous les participants s'il le faut. Et ce que peut-être on n'a pas dit, c'est que nous restons à votre disposition pour vous fournir une licence d'évaluation de Noreco. Il suffit de nous contacter à support. Voilà. Il y a Bruno qui a dégainé le transparent final et nous restons à votre disposition pour vous fournir une licence d'évaluation de Noreco. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous. Je vais devoir annoncer la fin de Meetup. Nous devons rendre la ligne. Il y aura d'autres camarades. Donc, voilà, et l'antenne, excusez-moi, j'étais presque à la radio, je n'ai pas osé. Merci à tous les participants, merci à vos questions. Ouais, merci. Merci Christa. Merci à tous et toutes. Merci à Christa. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. J'ai appris quelque chose, vous voyez, moi qui ne suis pas du tout de ce monde. C'était vraiment très clair, donc je vous en remercie. Et vous avez encore une question de Monsieur Tournier. Je pense, Julien, que vous pourrez carrément les contacter en direct. Ce sera tout aussi bien d'entrer en contact, puisque nous devons continuer, nous devons faire ce meet-up. Je vous dis à très bientôt. Très bientôt, pas à nous merci. suivre. On a pas mal de meet-up en cours, de prévu. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci Bruno. Merci. Et au revoir. Au revoir Mohamed. Au revoir Christa, merci infiniment. Au revoir, merci. avec grand plaisir. Tout le monde vous remercie. Il y a de très, très nombreux remerciements et des commentaires, présentations très claires, super, c'était très intéressant. Voilà, une belle avalanche de merci et de bravo. Je vous les transmets. Merci, À merci. bientôt. Merci. 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 Christa. Au revoir.